J'ai ouvert le couvercle de la poubelle de recyclage. Et c'était là, encore une fois, tout mélangé. Des bouteilles de vin en verre écrasées contre des journaux mouillés, des restes de pâte carbonara directement jetés sur du carton, des sacs plastiques noirs fermés impossibles à identifier, posés au milieu de ce qui aurait dû être notre bac à papier. J'ai senti cette odeur aigre de nourriture en décomposition mélangée à l'encre humide des magazines. Ça prenait à la gorge, ça donnait envie de vomir. Je suis restée là, debout, dans le local poubelle de notre immeuble, un mardi matin de février, à regarder ce désastre. Il faisait 7 degrés dehors. J'avais mon tapis de yoga sous le bras. J'allais donner mon premier cours de la journée dans 45 minutes. Et au lieu de me préparer mentalement, de respirer, de trouver mon centre, j'étais là à fixer des déchets. Parce que je savais qui avait fait ça. Je le savais depuis des mois. Et cette fois, quelque chose en moi a changé. J'ai senti une colère froide monter depuis mon ventre, remonter dans ma poitrine, s'installer dans ma gorge. Pas la colère chaude, celle qui explose et qui s'oublie. Non, la colère froide, celle qui calcule, celle qui planifie. Ce n'était plus de la négligence, ce n'était plus de la paresse, ce n'était plus un oubli. C'était délibéré, c'était systématique, c'était personnel, c'était la guerre. J'ai refermé le couvercle. J'ai pris une photo avec mon téléphone, la 12e en 3 semaines. J'ai noté l'heure, la date, le contenu visible, comme je le faisais désormais chaque fois. Puis je suis remontée chez moi. J'ai posé mon tapis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger un document qui allait changer la vie de Madame Fontaine. Elle ne le savait pas encore. Elle pensait qu'elle pouvait continuer comme ça indéfiniment. Elle pensait que personne n'oserait rien faire. Elle pensait que le tri sélectif, c'était pour les autres, que les règles, c'était pour les idiots, que la vie en copropriété, c'était chacun pour soi. Elle avait tort. Si vous êtes du genre à apprécier les histoires où la justice finit par triompher, où les gens irrespectueux finissent par payer le prix de leur comportement, alors restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce que je vais vous raconter, c'est comment une femme arrogante a transformé des poubelles en champs de bataille, et comment elle a perdu. Spectaculairement. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Je m'appelle Véronique, j'ai 39 ans, je suis professeure de yoga depuis 11 ans maintenant. J'habite à Nice, dans le quartier de la Libération, pas loin du marché. Un quartier vivant, populaire, avec ses cafés, ses commerces, ses immeubles haussmanniens un peu défraîchis, mais pleins de charme. Mon appartement, c'est un 3 pièces au 4e étage. Pas d'ascenseur, 104 marches exactement. Je les compte parfois quand je rentre fatiguée après une journée de cours. Parquet ancien qui craque, au plafond, une petite terrasse qui donne sur une cour intérieure. Rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. J'ai mis 8 ans à économiser pour l'acheter. Chaque mètre carré représente des heures de travail, des cours donnés tôt le matin et tard le soir, des sacrifices. L'immeuble compte 16 appartements répartis sur 5 étages. Une petite copropriété assez soudée, on se connaît tous. Il y a les Martinelli au rez-de-chaussée, un couple de retraités italiens qui habitent là depuis 40 ans. Au premier, la famille Dubois avec leurs 2 enfants. Au deuxième, Monsieur Legrand, un veuf de 72 ans qui promène son teckel 3 fois par jour. Et ainsi de suite. On a un syndic professionnel, le cabinet Azur Gestion, basé dans le Vieux-Nice. Il gère notre immeuble depuis 15 ans. Pas parfait, mais correct. Et surtout, on a un règlement de copropriété. Un vrai, avec des règles, des obligations, des choses qu'on accepte quand on achète un appartement dans un immeuble. Parmi ces règles, il y a le tri sélectif. À Nice, comme dans beaucoup de villes françaises, le tri des déchets est obligatoire depuis des années. La métropole Nice-Côte d'Azur a mis en place un système strict. Chaque immeuble doit avoir des bacs séparés. Le jaune pour les emballages plastiques et métalliques, le bleu pour le papier et le carton, le vert pour le verre et le marron pour les biodéchets, les restes alimentaires. Plus la poubelle grise pour les ordures ménagères résiduelles. Notre immeuble a fait des travaux il y a 3 ans pour aménager un local poubelle aux normes. On a investi collectivement 2 000 € de charges exceptionnelles. Personne n'a protesté. C'était nécessaire, c'était civique, c'était la loi. La mairie envoie régulièrement des contrôleurs. Ils ouvrent les bacs, vérifient le contenu. Si un immeuble ne respecte pas les consignes de tri, il reçoit d'abord un avertissement, puis une amende. Les amendes peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros, et c'est toute la copropriété qui paie.
Pendant des années, on n'a jamais eu de problème. Tout le monde jouait le jeu. Madame Martinelli triait avec une précision militaire. Monsieur Legrand rinçait ses bocaux avant de les jeter. Les Dubois avaient même installé un petit composteur sur leur balcon pour réduire leurs biodéchets. On était un immeuble modèle. La mairie nous avait même envoyé une lettre de félicitations une fois. Et puis, Madame Fontaine est arrivée. C'était en mars de l'année dernière. L'appartement du 3e étage s'était libéré. Les anciens propriétaires, un couple de médecins, avaient déménagé à Bordeaux pour se rapprocher de leurs petits-enfants. L'appartement s'est vendu en 3 semaines, marché immobilier tendu à Nice. Les acquéreurs ne traînent pas. La nouvelle propriétaire s'appelait Nathalie Fontaine, 43 ans, divorcée, agent immobilier dans une grande agence du centre-ville. Elle travaillait pour un groupe national, le genre qui vend des appartements de luxe sur la promenade des Anglais à des investisseurs étrangers. Je l'ai croisée pour la première fois dans l'escalier, une semaine après son emménagement. Elle portait un tailleur gris, des talons hauts, un téléphone collé à l'oreille. Elle m'a à peine regardée. Elle parlait fort, quelque chose à propos d'un compromis de vente et d'un notaire qui traînait. J'ai essayé d'être accueillante. Je lui ai souri, je lui ai dit bienvenue dans l'immeuble. Elle m'a fait un signe de tête distrait sans interrompre sa conversation et elle a continué à monter. Première impression mitigée, mais je me suis dit qu'elle était peut-être stressée. Nouveau logement, nouveau quartier, travail prenant, on peut tous avoir des mauvais jours. Le premier incident avec les poubelles est arrivé 3 semaines plus tard. Je descendais mon sac de recyclage un samedi matin. J'ai ouvert le bac jaune et j'ai vu quelque chose d'étrange, des bouteilles en verre. 3 bouteilles de vin vides directement posées sur les emballages plastiques. J'ai froncé les sourcils. Une erreur, sûrement. Quelqu'un qui n'avait pas fait attention. Ça arrive. J'ai sorti les bouteilles et je les ai mises dans le bac vert. Pas de quoi faire une histoire. La semaine suivante, même chose, mais en pire. Cette fois, il y avait des restes de nourriture dans le bac à papier, des épluchures de légumes, une peau de banane noircie, directement jetées sur des magazines et des prospectus. Le papier était foutu, impossible à recycler, contaminé. J'ai commencé à me poser des questions. Qui faisait ça? Tout le monde dans l'immeuble connaissait les règles, tout le monde les respectait depuis des années. Et puis un soir, en rentrant de mon cours de 20 heures, j'ai croisé Madame Fontaine qui descendait avec un sac poubelle, un gros sac noir. Elle est entrée dans le local poubelle. Je l'ai suivie discrètement, je ne l'espionnais pas, j'avais juste un mauvais pressentiment. Je l'ai vue ouvrir le premier bac venu, le bac jaune, et y jeter son sac entier, sans l'ouvrir, sans trier quoi que ce soit. Un sac noir opaque rempli de Dieu sait quoi, directement dans le recyclage. Je me suis raclé la gorge. Elle s'est retournée. J'ai dit « Excusez-moi, Madame Fontaine, mais ce bac, c'est pour les emballages plastiques. Si vous avez des déchets mélangés, il faudrait les trier avant. » Elle m'a regardée comme si je venais de lui parler en chinois. Elle a dit « Pardon ?» J'ai dit « Le tri sélectif. On a des bacs différents pour chaque type de déchets. Le jaune, c'est pour le plastique, le bleu pour le papier, le vert pour le verre. » Elle a soupiré, un long soupir, le genre de soupir qu'on réserve aux enfants qui posent des questions idiotes. Elle a dit « Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Je travaille 60 heures par semaine. Je ne vais pas passer mes soirées à faire le tri de mes poubelles. C'est ridicule. » J'ai dit « C'est le règlement de l'immeuble et c'est la loi. » Elle a haussé les épaules, elle a dit « la loi », comme si quelqu'un vérifiait vraiment ce qu'il y a dans les poubelles. Et elle est partie. Je suis restée là, dans ce local qui sentait le renfermer, à regarder le bac jaune avec son sac noir posé dessus comme une insulte. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu une situation similaire? Un voisin qui refuse de respecter les règles les plus basiques de la vie en communauté? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce soir-là, je me suis sentie très seule. J'ai essayé d'être patiente, vraiment. Au cours des semaines suivantes, j'ai tenté plusieurs approches. J'ai glissé un petit mot dans sa boîte aux lettres, très poli, avec un schéma explicatif du tri fourni par la métropole. Elle ne m'a jamais répondu. J'ai demandé au syndic d'envoyer un rappel général à tous les copropriétaires sur les règles de tri. Ils l'ont fait. Un courrier standard, pas nominatif. Aucun effet. Monsieur Legrand, qui est membre du conseil syndical, a essayé de lui parler lors d'une rencontre dans l'escalier. Il m'a raconté la conversation après. Il lui avait expliqué gentiment que le tri était important pour tout le monde, que c'était une question de respect mutuel. Elle lui avait répondu qu'elle avait autre chose à faire que de s'occuper de poubelles, qu'elle payait assez de charges comme ça et qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires.
Monsieur Legrand a 72 ans. Il a servi dans l'armée. Il a élevé 4 enfants. Il a enterré sa femme il y a 5 ans. Et cette femme lui avait parlé comme un domestique important. Il m'a dit, Véronique, cette femme n'a aucune éducation, aucun respect. Je plains les gens qui lui achètent des appartements. Les choses ont empiré à partir de mai. C'était comme si notre conversation, mes petits mots, les rappels du syndic, tout ça l'avait agacée. Comme si elle avait décidé de nous montrer qu'on ne pouvait rien contre elle. Le tri n'était plus simplement négligé, il était saboté. Je me souviens d'un lundi matin où j'ai trouvé le bac à verre rempli de marc de café. Des kilos de marc de café humide, directement versés sur les bouteilles. Une odeur âcre, écœurante. Le verre était utilisable, les éboueurs ne le prendraient jamais. La semaine suivante, c'était des cartons de pizza. Pas des cartons vides et propres qu'on peut mettre dans le bac papier. Non, des cartons graisseux, couverts de fromage séché et de sauce tomate. 3 cartons empilés dans le bac bleu, contaminant tout ce qui se trouvait en dessous. Puis, il y a eu l'incident des couches. Les Dubois ont un bébé de 18 mois. Ils utilisent des couches lavables la plupart du temps, mais parfois des jetables. Ils les mettent toujours dans la poubelle grise, évidemment, les ordures ménagères. Un mercredi soir, Madame Dubois est descendue jeter un sac. Elle m'a appelé le lendemain en pleurs au téléphone. Elle avait trouvé des couches usagées dans le bac à papier. Pas les siennes, d'autres couches, pour adultes. Elle m'a dit « Véronique, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Qui fait ça ?» Je savais qui faisait ça, mais je n'avais pas de preuve formelle. Pas encore. Si cette histoire commence déjà à vous mettre en colère, cliquez sur le pouce bleu, parce que croyez-moi, ce n'est que le début. Les conséquences ont commencé à se faire sentir rapidement. Les éboueurs de la métropole sont formés pour repérer les bacs mal triés. Ils ont des consignes strictes. Si un bac est contaminé, ils ne le prennent pas. Ils laissent une étiquette rouge dessus avec la mention « refus de collecte » et la raison. On a commencé à voir ces étiquettes rouges sur nos bacs. D'abord 1 fois, puis 2 fois par semaine, puis presque systématiquement. Notre local poubelle s'est mis à déborder. Les bacs pleins s'accumulaient. On ne pouvait plus rien jeter. L'odeur est devenue insupportable. En juin, avec la chaleur de Nice, c'était une torture. 30 degrés dehors et ce local fermé qui empestait les déchets en décomposition. Les mouches sont arrivées. Des essaims de mouches qui bourdonnaient dès qu'on ouvrait la porte. Puis, les cafards. J'en ai trouvé un dans l'escalier en soir. Puis 2. Puis ils étaient partout. Madame Martinelli, au rez-de-chaussée, était terrifiée. Elle qui tenait son appartement impeccable depuis 40 ans, elle trouvait maintenant des cafards dans sa cuisine. Et puis, il y a eu les rats. C'est Monsieur Legrand qui les a vus le premier. Il promenait son teckel tôt le matin, vers 6 heures. Il a vu 2 gros rats noirs sortir du local poubelle et filer vers la cour. Il m'a appelé immédiatement. Sa voix tremblait. Pas de peur, de colère. Il m'a dit « Véronique, on a des rats maintenant. Des rats dans notre immeuble, à cause de cette femme !» J'ai contacté le syndic le jour même. J'ai envoyé un email détaillé expliquant la situation. Les bacs refusés, les odeurs, les nuisibles. J'ai demandé une intervention urgente. Le syndic a envoyé une lettre recommandée à Madame Fontaine, une lettre officielle, avec accusé de réception. Elle l'a reçue, signée, ignorée. Ils ont envoyé une deuxième lettre 2 semaines plus tard. Même résultat. On a dû faire venir une entreprise de dératisation. 300 € payés par la copropriété, par nous tous. On a dû faire venir une entreprise de désinsectisation. 250 €, encore payés par tous. Et puis, en juillet, l'inévitable est arrivé. La mairie a envoyé un contrôleur, un homme en uniforme avec un badge de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il a inspecté notre local poubelle pendant 1 demi-heure. Il a ouvert chaque bac, pris des photos, rempli un formulaire. 2 semaines plus tard, on a reçu l'amende, 500 € pour non-respect des consignes de tri et contamination répétée des bacs de collecte sélective. Le syndic a réparti l'amende entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Ma part s'élevait à 40 € et 12 centimes. 40 € pour la paresse et l'arrogance d'une seule personne. J'ai payé, on a tous payé, même Madame Martinelli avec sa petite retraite, même les Dubois avec leur bébé et leur budget serré, même Monsieur Legrand qui triait ses déchets avec plus de soin que n'importe qui. On a payé pour elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a reçu sa part de l'amende ? Elle a envoyé un email au syndic pour se plaindre. Elle trouvait injuste de devoir payer pour quelque chose qu'elle n'avait pas causé. L'ironie était tellement énorme que j'en aurais ri si je n'avais pas été aussi furieuse.
qu'auriez-vous fait à ma place? Sérieusement, je vous pose la question. Partagez vos conseils en commentaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais à bout. L'été a été un cauchemar. Je donnais mes cours de yoga avec des cernes sous les yeux. Je dormais mal. Je me réveillais la nuit en pensant aux poubelles, aux rats, à cette femme qui vivait au-dessus de ma tête et qui empoisonnait notre vie à tous. Mon travail en a souffert. J'enseigne le yoga depuis 11 ans. J'aime ce métier. J'aime aider les gens à trouver le calme, l'équilibre, la paix intérieure. Mais comment transmettre la sérénité quand on est rongé par la frustration? Mes élèves ont commencé à le remarquer. Une de mes plus anciennes clientes, Françoise, m'a pris à part après un cours en août. Elle m'a dit « Véronique, tu n'es pas toi-même en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Les poubelles, fontaines, l'amende, les rats, tout. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle m'a dit « Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais, mais tu as peur de le faire. » Elle avait raison. J'avais peur du conflit. J'avais peur de passer pour la voisine hystérique, celle qui fait des histoires pour des poubelles. J'avais peur que Fontaine se retourne contre moi, qu'elle me rende la vie encore plus difficile. Mais Françoise a ajouté quelque chose qui m'a marquée. Elle a dit « La paix qu'on obtient en évitant le conflit, ce n'est pas vraiment la paix. C'est juste de la peur déguisée. La vraie paix, c'est celle qu'on gagne en défendant ce qui est juste. » Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'allais me battre. Mais pas n'importe comment. Pas avec des cris, des disputes, des confrontations stériles. J'allais me battre intelligemment, méthodiquement, légalement. J'allais documenter chaque infraction, rassembler des preuves irréfutables, construire un dossier solide. Et puis, j'allais utiliser ce dossier pour obtenir justice. Je ne savais pas encore que ce processus allait prendre des mois. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des obstacles, des doutes, des moments où j'aurais voulu tout abandonner. Mais je savais une chose avec certitude. Cette femme allait rendre des comptes. La première étape, c'était les preuves. J'ai commencé à photographier systématiquement l'état des poubelles. Chaque matin avant de partir au travail, chaque soir en rentrant. Je notais la date, l'heure, ce que je voyais. Je décrivais le contenu des bacs avec précision. Bouteilles de vin dans le bac papier, épluchures de légumes dans le bac plastique, sac noir non trié dans le bac vert. Mais les photos ne suffisaient pas. N'importe qui pouvait jeter ses déchets. Je n'avais pas de preuve directe que c'était Fontaine. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours. Et puis, l'idée m'est venue. Une caméra. J'ai fait des recherches. En France, on a le droit d'installer une caméra de vidéosurveillance dans les parties communes d'un immeuble, à condition d'obtenir l'accord du syndic et d'informer les résidents. C'est encadré par la loi, par la CNIL, mais c'est légal. J'ai contacté le syndic. J'ai expliqué la situation. J'ai proposé d'installer une petite caméra dans le local poubelle, à mes frais, pour identifier là où les personnes responsables de la contamination des bacs. Le gestionnaire, M. Benoît, a été réticent au début. Il m'a dit que ça pouvait créer des tensions, que certains résidents pourraient mal le prendre. J'ai insisté. J'ai rappelé l'amende de 500 €, les frais de dératisation, les plaintes des résidents, le risque de nouvelles amendes. J'ai dit que si on ne faisait rien, la situation allait empirer. Il a fini par accepter, à la condition que je finance l'installation moi-même et que tous les copropriétaires soient informés par courrier. Le courrier a été envoyé fin août. Installation d'un dispositif de vidéosurveillance dans le local à déchets pour des raisons de sécurité et de respect du règlement intérieur. Conformément à la réglementation en vigueur, images conservées 30 jours maximum, accès limité au syndic et au conseil syndical. J'ai acheté la caméra sur Internet, un petit modèle discret avec vision nocturne et détection de mouvement. 120 €. Je l'ai installé moi-même dans un coin du local, en hauteur, avec un angle qui couvrait les 5 bacs. Et j'ai attendu. Les premiers jours, rien de particulier. Des résidents qui descendaient leurs poubelles, qui triaient correctement, qui repartaient. Monsieur Legrand avec son petit sac bien fermé, les Dubois avec leurs différents sacs séparés par couleur. Madame Martinelli qui vérifiait 3 fois qu'elle mettait le bon déchet dans le bon bac. Et puis, le 4e jour, à 22h17 exactement, Madame Fontaine est apparue sur l'écran. Elle portait un peignoir et des chaussons, elle tenait un gros sac noir dans une main, un sac de course rempli de bouteilles vides dans l'autre. Je l'ai regardée s'approcher des bacs. Mon cœur battait, mes mains tremblaient légèrement. Elle a ouvert le bac jaune, celui des plastiques, et elle a jeté le sac noir dedans, sans l'ouvrir, sans regarder. Puis elle a ouvert le bac bleu, celui du papier, et elle a renversé le sac de course. Les bouteilles en verre sont tombées avec fracas sur les cartons et les journaux. Elle n'a même pas hésité, pas une seconde de réflexion. C'était automatique, délibéré. Elle est repartie.
J'ai sauvegardé la vidéo immédiatement. Date, heure, tout était oraté automatiquement. Première preuve. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai enregistré 12 violations similaires. 12 fois où Madame Fontaine descendait ses poubelles et les jetait dans le mauvais bac. Délibérément, systématiquement. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, qui se sentent impuissants face à quelqu'un qui ne respecte rien, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et il existe des moyens légaux de se défendre. Restez avec moi. J'ai compilé toutes les preuves dans un dossier. Les 12 vidéos avec capture d'écran au raté, les photos des bacs contaminés que j'avais prises pendant des mois, les étiquettes de refus de collecte que j'avais récupérées et conservées, la copie de l'amende de la mairie, les factures de dératisation et désinsectisation, les courriers du syndic restés sans réponse, j'ai tout imprimé, j'ai tout classé chronologiquement. J'ai rédigé une synthèse de 3 pages expliquant la situation, les faits, les conséquences financières pour la copropriété. Puis, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, Maître Delmas, spécialisé en droit immobilier et copropriété. Son cabinet était situé avenue Jean Messin, au 3e étage d'un immeuble bourgeois. Une secrétaire m'a fait patienter 10 minutes dans une salle d'attente au fauteuil en cuir. Il m'a reçu avec professionnalisme, la cinquantaine, costume sobre, regard vif. Il a écouté mon exposé sans m'interrompre. Il a feuilleté mon dossier, il a regardé 2 des vidéos sur mon téléphone. Quand j'ai fini, il a hoché la tête. Il m'a dit « Vous avez fait un excellent travail de documentation, Madame Renaud. C'est rare. La plupart des gens viennent me voir avec des plaintes, mais sans preuve. Vous avez tout. » J'ai senti un soulagement immense. Je n'étais pas folle, je n'exagérais pas. J'avais raison. Il m'a expliqué les options. La première étape, c'était une mise en demeure. Une lettre officielle envoyée par le syndic avec copie à l'avocat, demandant à Madame Fontaine de cesser immédiatement ses agissements et de rembourser les frais qu'elle avait causés à la copropriété. Si elle refusait ou ne répondait pas, on pouvait convoquer une assemblée générale extraordinaire pour voter des sanctions, notamment des pénalités financières prévues par le règlement de copropriété pour non-respect des règles de vie commune. Et si ça ne suffisait toujours pas, on pouvait saisir le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts, le remboursement des amendes et frais et même, dans les cas les plus graves, l'expulsion. L'expulsion. Le mot m'a fait frissonner. Je n'en étais pas là. Je ne voulais pas nécessairement qu'elle parte. Je voulais juste qu'elle respecte les règles, qu'elle arrête de nous pourrir la vie. Maître Delmas a senti mon hésitation. Il m'a dit « Vous êtes quelqu'un de raisonnable, je le vois. Vous voulez résoudre le problème, pas détruire cette femme. C'est tout à votre honneur. Mais comprenez une chose, les gens comme elle, ils ne comprennent que le rapport de force. Tant qu'ils pensent qu'ils peuvent continuer impunément, ils continuent. Il faut leur montrer que les conséquences sont réelles. » J'ai acquiescé, il avait raison. On a convenu d'un plan d'action. D'abord, la mise en demeure par le syndic. Si elle n'obtempérait pas sous 30 jours, assemblée générale extraordinaire. Si elle contestait ou refusait de payer, tribunal. Les honoraires de l'avocat pour la rédaction de la mise en demeure et le conseil s'élevaient à 400 €. Je les ai payés de ma poche. Je me suis dit que je les récupérerais plus tard. La mise en demeure est partie le 15 septembre. Lettre recommandée avec accusé de réception. 4 pages. Rappel des faits, des preuves existantes, des préjudices causés à la copropriété. Demande de cessation immédiate des comportements incriminés. Demande de remboursement de l'amende de 500 € et des frais annexes totalisant 550 €. Délai de réponse de 30 jours. Madame Fontaine a reçu la lettre le 17 septembre. Elle a signé l'accusé de réception. Et puis, rien. Silence complet. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je l'ai croisée plusieurs fois dans l'escalier. Elle ne m'a pas adressé la parole. Elle ne m'a même pas regardée. Elle passait devant moi comme si je n'existais pas. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ces poubelles étaient mieux triées. Pas parfaitement, mais mieux. Les bouteilles de verre allaient dans le bac vert. Les sacs noirs avaient disparu. Pendant un instant, j'ai espéré. Peut-être que la mise en demeure avait suffi. Peut-être qu'elle avait compris. Et puis, le 30e jour, elle a répondu. Pas en personne, par avocat. Un courrier de Maître Laroche, avocat à Nice, représentant Madame Nathalie Fontaine. 3 pages de contestation. Elle niait les faits, elle affirmait que les vidéos ne prouvaient rien, qu'on ne voyait pas clairement le contenu des sacs. Elle accusait le syndic de harcèlement. Elle menaçait de porter plainte pour atteinte à la vie privée à cause de la caméra. Elle refusait de payer quoi que ce soit. J'ai lu ce courrier 3 fois. La colère montait en moi à chaque lecture. Elle mentait, effrontément. Les vidéos étaient parfaitement claires. On voyait les bouteilles tomber dans le bac papier. On voyait les sacs noirs atterrir dans le bac plastique. Il n'y avait aucune ambiguïté. Et elle osait se poser en victime. Parler de harcèlement, menacer de porter plainte. J'ai appelé Maître Delmas. Il a écouté ma lecture du courrier, il a ri doucement. Il m'a dit « C'est du bluff classique,
Elle essaie de vous intimider pour que vous abandonniez. Son avocat sait très bien que cette défense ne tient pas. La caméra a été installée légalement, avec accord du syndic et information des résidents. Les vidéos sont des preuves recevables, elle n'a aucune base juridique. J'ai demandé ce qu'on faisait maintenant. Il m'a dit « On passe à l'étape suivante. Assemblée générale extraordinaire ». L'assemblée a été convoquée pour le 20 octobre. Tous les copropriétaires ont reçu une convocation officielle avec l'ordre du jour. 3 points. Présentation des faits relatifs au non-respect du règlement de copropriété concernant le tri des déchets, visionnage des preuves vidéo, vote des mesures à prendre. Le soir du 20 octobre, on s'est retrouvés dans la salle polyvalente du rez-de-chaussée. Tous les copropriétaires étaient présents, sauf Madame Fontaine. Elle avait envoyé un pouvoir de représentation à son avocat, Maître Laroche. Il était là, assis au fond, un bloc-notes sur les genoux, le visage fermé. Le syndic, M. Benoît, a ouvert la séance. Il a rappelé les faits avec une neutralité professionnelle. Les bacs contaminés, les refus de collecte, l'amende de la mairie, les frais de dératisation. Puis il a branché un ordinateur portable sur un projecteur et il a diffusé les vidéos. On a regardé en silence. 12 clips. 12 fois Madame Fontaine jetant ses déchets n'importe comment. Les images étaient nettes, les gestes indiscutables. Quand la dernière vidéo s'est terminée, le silence était pesant. Madame Martinelli a pris la parole la première. Sa voix tremblait, mais pas de peur, de colère. Elle a dit « J'habite cet immeuble depuis 40 ans. 40 ans. J'ai vu des locataires et des propriétaires aller et venir, des gens bien, des gens moins bien. Mais jamais, jamais je n'ai vu quelqu'un manquer autant de respect à ses voisins. Cette femme nous méprise. Elle nous prend pour des idiots. Et elle doit payer. » Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. Monsieur Legrand a levé la main. Il a dit « Je propose qu'on vote une action en justice. Remboursement intégral de l'amende, des frais de nuisibles et des honoraires d'avocat. Plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par chacun d'entre nous. » Maître Laroche a pris la parole. Il a dit « Je tiens à rappeler que ma cliente conteste formellement les accusations portées contre elle. Ces vidéos ne prouvent pas que le contenu des sacs était mal trié. Et l'installation de cette caméra sans son consentement explicite constitue une atteinte à sa vie privée. » Maître Delmas, qui était présent à mes côtés, s'éleva calmement. Il a dit « Chers confrères, la caméra a été installée conformément à la loi, avec l'accord du syndic et information préalable de tous les résidents, y compris votre cliente qui a reçu le courrier et ne s'y est pas opposée dans le délai légal. Quant aux vidéos, elles montrent clairement votre cliente jetant des bouteilles en verre dans le bac papier et des sacs opaques non triés dans le bac plastique. » Toute personne raisonnable peut constater les faits. Je vous invite à ne pas insulter l'intelligence de cette assemblée. Un silence. Maître Laroche n'a pas répondu. Le vote a eu lieu. Unanimité moins une voix, celle de Fontaine représentée par son avocat. La copropriété décidait d'engager une action en justice contre Madame Nathalie Fontaine pour violation du règlement de copropriété, préjudice financier causé aux copropriétaires et trouble anormal de voisinage. En sortant de la salle, j'ai croisé le regard de Monsieur Legrand. Il m'a fait un petit signe de tête, un signe qui disait « On va gagner ». Si vous pensez qu'on a bien fait de se défendre, faites-le moi savoir avec un like, parce que ce combat, il est pour tous ceux qui refusent de se laisser marcher dessus. Les semaines qui ont suivi ont été tendues. Fontaine ne me parlait toujours pas, mais je sentais son hostilité à chaque fois qu'on se croisait. Un regard glacial, une façon de claquer la porte un peu plus fort que nécessaire. J'ai appris plus tard qu'elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais une voisine obsessionnelle, une folle qui l'espionnait avec des caméras, une femme jalouse qui n'avait rien de mieux à faire que de fouiller dans les poubelles. Elle essayait de retourner l'opinion contre moi, de me faire passer pour l'agresseur. Ça m'a fait mal, je ne vais pas mentir. J'ai douté de moi pendant quelques jours. Est-ce que j'avais été trop loin? Est-ce que toute cette affaire en valait vraiment la peine? Et puis, je me suis souvenu de l'amende que j'avais payée. Des rats dans notre immeuble, des nuits sans sommeil, des larmes de Madame Dubois. Non, je n'avais pas été trop loin. J'avais fait ce qu'il fallait faire. L'assignation a été déposée au tribunal judiciaire de Nice début novembre. Maître Delmas avait préparé un dossier impeccable. Les vidéos, les photos, les documents, les témoignages écrits de plusieurs copropriétaires. On demandait le remboursement de l'amende de 500 €, des frais de dératisation et désinsectisation pour 550 €, des honoraires d'avocat pour 800 € à ce stade et des dommages et intérêts de 300 € par copropriétaire pour préjudice moral, soit 3 000 € au total pour les 10 copropriétaires concernés. Total réclamé à Madame Fontaine, 4 850 €. L'audience a été fixée au 23 janvier. 3 mois d'attente. 3 mois pendant lesquels j'ai continué à vivre dans cet immeuble avec une femme qui me haïssait. 3 mois de tension permanente. Mais quelque chose avait changé. Elle triait ses poubelles maintenant. Correctement, parfaitement même. J'avais gagné la bataille du quotidien. Restait à gagner la guerre.
Le 23 janvier, je me suis levée à 6 heures. Je n'avais presque pas dormi. J'ai pris une douche très chaude, j'ai enfilé ma tenue la plus sobre, un pantalon noir et un chemisier blanc, et j'ai bu 3 cafés. Le tribunal judiciaire de Nice est situé dans le quartier du Port, un bâtiment imposant avec des colonnes et des marches en pierre. J'y étais déjà venue une fois pour un renouvellement de passeport, mais cette fois c'était différent. Cette fois, j'allais me battre. Maître Delmas m'attendait dans le hall. Il était calme, confiant. Il m'a dit que le dossier était solide, que le juge n'aurait aucune raison de ne pas nous donner raison. Monsieur Legrand était venu aussi en tant que représentant du conseil syndical. Il portait un costume que je ne lui avais jamais vu, avec une cravate un peu démodée mais impeccablement nouée. Madame Fontaine est arrivée avec son avocat quelques minutes avant l'audience. Elle portait un tailleur rouge, des talons hauts, un maquillage parfait. Elle avait l'air sûre d'elle, arrogante même. Elle ne m'a pas regardée. L'audience a duré 1h30. Maître Delmas a présenté notre dossier avec méthode, les faits, les preuves, les préjudices. Il a diffusé 3 des vidéos les plus accablantes. Il a montré les photos des bacs contaminés, les étiquettes de refus, l'amende de la mairie. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, regardait attentivement chaque pièce. Puis, Maître Laroche a pris la parole pour la défense. Il a essayé de minimiser les faits. Il a dit que sa cliente était une professionnelle très occupée, qu'elle n'avait pas toujours le temps de trier parfaitement ses déchets, que c'était une erreur de bonne foi, pas une malveillance délibérée. Le juge l'a interrompue. Elle a dit « Maître, j'ai visionné ces vidéos. Votre cliente jette des bouteilles en verre dans un bac clairement marqué papier. Elle ne vérifie même pas. Elle ne fait aucun effort. Sur 12 occurrences documentées. Ce n'est pas une erreur de bonne foi. C'est un comportement systématique. » Maître Laroche a essayé de rebondir. Il a parlé de la caméra, de l'atteinte à la vie privée. Le juge l'a coupé encore. Elle a dit « La caméra a été installée dans les règles. Votre cliente a été informée. Elle n'a pas contesté dans les délais. Cet argument est irrecevable. » J'ai vu Fontaine se raidir sur sa chaise. Pour la première fois, elle avait l'air moins sûre d'elle. Le juge a posé quelques questions supplémentaires. À Maître Delmas sur le calcul des préjudices. À moi sur la chronologie des événements. Elle prenait des notes. Et puis elle a annoncé qu'elle rendrait sa décision dans les 15 jours. En sortant du tribunal, Monsieur Legrand m'a serré le bras. Il m'a dit « On a gagné, Véronique. J'ai vu le visage du juge. On a gagné. » Je n'osais pas encore y croire. Le jugement est tombé le 6 février. Maître Delmas m'a appelé à 11h du matin. J'étais entre 2 cours de yoga dans le vestiaire de la salle où j'enseigne. J'ai décroché avec le cœur battant. Il m'a dit « Véronique, c'est une victoire totale. » J'ai dû m'asseoir. Le tribunal avait statué en notre faveur sur tous les points. Madame Nathalie Fontaine était condamnée à rembourser l'intégralité de l'amende de la mairie, soit 500 €. À rembourser les frais de dératisation et désinsectisation, soit 550 €. À payer les frais de justice et honoraires d'avocat, soit 1200 €, et à verser 300 € de dommages et intérêts à chacun des 10 copropriétaires concernés pour le préjudice moral subi. Total, 5250 €. Plus une injonction de respecter scrupuleusement le règlement de copropriété concernant le tri des déchets sous peine de nouvelles poursuites pouvant aller jusqu'à l'expulsion. J'ai raccroché. Je suis restée assise là, dans ce vestiaire qui sentait l'encens et la transpiration, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Des mois de stress, de doute, de conflit. Et on avait gagné. Vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque ? Racontez-la dans les commentaires, parce que ces histoires, elles méritent d'être entendues. Fontaine n'a pas accepté le jugement. Elle a fait appel. Maître Delmas m'avait prévenu que c'était possible, que certaines personnes refusent d'admettre leur tort, même face à l'évidence, que l'appel était en droit. Mais il m'avait aussi dit que dans ce genre de dossier, avec des preuves aussi solides, l'appel avait très peu de chances d'aboutir, que ça ne ferait que lui coûter plus d'argent en frais d'avocat. Il avait raison. L'audience d'appel a eu lieu en mai. Même tribunal, chambre différente. 3 juges cette fois. Maître Laroche a essayé de nouveaux arguments. Il a dit que les sanctions étaient disproportionnées, que 300 € de dommages et intérêts par copropriétaire étaient excessifs pour des problèmes de poubelle. Le président de la cour l'a regardé avec ce qui ressemblait à de l'incrédulité. Il a dit « Maître, votre cliente a causé une amende de 500 € à sa copropriété. Elle a provoqué une infestation de rats et de cafards. Elle a ignoré des avertissements répétés pendant des mois. Et vous trouvez que 300 € de dédommagement par personne affectée est excessif ?
Maître Laroche n'a pas su quoi répondre. Le jugement d'appel a confirmé la décision de première instance, en intégralité, avec en plus une condamnation supplémentaire de Fontaine aux frais d'appel, soit 400 € de plus. Cette fois, elle n'avait plus aucun recours. J'ai reçu mes 300 € fin juin, par virement. 300 € qui représentaient tellement plus que de l'argent. Ils représentaient la reconnaissance que j'avais raison, que se battre en valait la peine. Fontaine a payé chaque euro qu'elle devait. Elle n'avait pas le choix. Un huissier de justice avait été mandaté pour s'assurer du paiement. Et puis, 2 mois plus tard, elle a mis son appartement en vente. J'ai vu l'annonce sur le site d'une agence immobilière. Pas la sienne. Elle avait dû passer par un concurrent. Peut-être par honte. Peut-être parce que ses collègues étaient au courant de toute l'affaire. L'appartement s'est vendu en 6 semaines. Elle a déménagé en octobre. Je ne l'ai pas revue depuis. Je ne sais pas où elle est partie. Et franchement, ça m'est égal. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-moi dans quelle région vous habitez. Parce que je suis curieuse de savoir si ce genre d'histoire arrive partout ou si c'est une spécialité de Nice. Aujourd'hui, 1 an après son départ, notre immeuble a retrouvé sa sérénité. Le local poubelle est propre. Les bacs sont correctement triés. Les éboueurs passent sans problème, sans laisser d'étiquette rouge, sans refuser de collecte. On n'a plus de rats, plus de cafards, plus d'odeurs nauséabondes dans l'escalier. Les nouveaux propriétaires du 3e étage sont un jeune couple, Julien et Marine. Ils ont emménagé en novembre. Ils sont charmants. Ils disent bonjour. Ils trient leurs poubelles avec soin. Ils ont même proposé d'aider Madame Martinelli à descendre ses sacs quand elle a du mal avec ses genoux. La vie normale, la vie en communauté, le respect mutuel. En mars dernier, notre immeuble a reçu une lettre de la mairie, une lettre de félicitations pour notre excellent taux de tri sélectif. Ils nous ont même décerné un petit diplôme, une sorte de reconnaissance symbolique. Monsieur Legrand l'a encadré et accroché dans le hall d'entrée. Chaque fois que je passe devant, je souris. Ce combat m'a appris beaucoup de choses. D'abord que la patience est une arme. Pas la patience passive, celle qui attend que les choses s'arrangent toutes seules. La patience active, celle qui documente, qui rassemble des preuves, qui attend le bon moment pour agir. Ensuite, que les règles existent pour une raison. Le tri sélectif, les règlements de copropriété, les lois sur le voisinage. Ce ne sont pas des contraintes arbitraires, ce sont les fondations de la vie en communauté. Sans elles, c'est le chaos. Et enfin, que se battre pour ce qui est juste n'est jamais une perte de temps, même quand c'est difficile, même quand c'est long, même quand on a des doutes. Françoise, mon élève qui m'avait encouragée à agir, m'a dit quelque chose il y a quelques semaines. Elle m'a dit « Tu sais Véronique, tu es différente depuis cette histoire, plus confiante, plus sereine, comme si tu avais trouvé quelque chose en toi que tu ne connaissais pas. » Elle avait raison. Ce combat m'a révélé à moi-même. Il m'a montré que je pouvais défendre mes convictions, que je n'étais pas obligée de subir, que la gentillesse n'était pas incompatible avec la fermeté. Aujourd'hui, je donne mes cours de yoga avec un cœur plus léger. Je dors bien, je suis en paix. Pas parce que j'ai gagné contre une voisine difficile, mais parce que j'ai défendu ce qui était juste et que parfois, la justice l'emporte. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, merci, vraiment, parce que raconter tout ça, même 1 an après, ça remue des émotions. Si vous avez aimé, si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait pareil à ma place? Est-ce que vous auriez été plus patient ou moins? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire? Racontez-moi, j'adore lire vos histoires. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit actuellement un conflit de voisinage, partagez-lui cette vidéo. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, respectez les espaces partagés ou payez-en le prix.